l'entame de cette édition, vous entendrez le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'issue du deuxième sommet Russie-Afrique. Le chef de l'État fait le bilan de cette première visite à l'extérieur du pays. Nous sommes déjà dans la mouvance de la journée panafricaine de la femme. Dans ce journal, un gros plan sur Togola Balakissa Sidibé, promotrice des Farafénans évoluant dans le secteur de la sécurité alimentaire et l'éducation, zone d'intervention la commune de Tabakoro dans le cercle de Koumantou. Le grand format de ce journal porte sur la situation pluviométrique de notre pays à travers le programme Opération Pluie Provoquée. Ce programme est une alternative pour réduire l'impact du déficit pluviométrique en raison du changement climatique. Rideau sur la 7e édition du Mali Media Award Mama 2023. 6 jeunes plumes se sont fait remarquer. Elles n'ont pas hésité d'aborder certains sujets sensibles et d'autres qui demandaient des mois d'enquête. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Après le sommet Russie-Afrique, le président de la transition a assisté ce dimanche aux côtés de Vladimir Poutine à une parade navale à Saint-Pétersbourg. Près de 50 navires de surface et sous-marins et environ 3000 marins ont pris part à ce défilé. Cette journée de la flotte russe a été largement célébrée à travers le pays. Voyons quelques temps forts de avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Abdul Salam Bambara. Jour de la marine russe dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg. Le pays célèbre ses marins à travers une parade sur les eaux de la Neva. La cérémonie débute à 11h heure locale avec le passage en revue navale. À bord d'une vedette, Vladimir Poutine, chef suprême des armées russes, salue les marins. Le défilé mobilise plus de 3000 marins, une cinquantaine de navires de guerre et sous-marins. La Russie présente à la face du monde sa puissance de feu et sa force de frappe. L'ouest de l'Atlantique pour procéder à des tirs de missiles hypersoniques. Zircon a participé à des exercices avec les forces navales. Le président russe Vladimir Poutine observe ce défilé naval depuis une tribune sur le quai, avec à ses côtés des invités de marque triés sur le volet. Parmi eux, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. Je remercie le personnel de la marine russe pour l'accomplissement impeccable des tâches prescrites, pour votre résistance. La gloire à la marine russe. Hurrah! Le Kremlin fait ainsi de la modernisation militaire une priorité absolue. Contexte actuel dans le monde oblige. Et le Mali s'inscrit dans la même dynamique pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. D'où le partenariat stratégique entre le Mali et la Russie. Les autorités russes et celles du Mali décident d'accélérer la réalisation des engagements dans plusieurs domaines. C'est là à l'occasion de la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Saint-Pétersbourg, le chef de l'État pour qui la Russie demeure un partenaire fiable et sincère, un partenaire engagé à répondre aux aspirations des populations maliennes. Au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Adama Kamara et Abdul Salam Bamba, le chef de l'État dresse le bilan positif de cette première visite à l'extérieur du pays. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous venez d'achever votre premier séjour à l'étranger depuis votre investiture.
Pourquoi avoir choisi la Russie comme première destination? Tout d'abord, je tiens à remercier le président Vladimir Poutine de m'avoir invité pour ce deuxième sommet Russie-Afrique et pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation. Et comme vous le savez, la Russie a été toujours un partenaire historique et traditionnel du Mali depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Cela dit aussi, nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie, et notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté des deux États et surtout la prise en compte des intérêts de nos différentes populations. Donc j'ai eu plusieurs fois le président Poutine au téléphone et nous avons échangé sur plusieurs questions et c'est la suite de cela qui m'a vraiment adressé cette invitation. Donc il était de mon devoir d'honorer mon engagement par la présence d'une forte délégation malienne composée des ministres, des opérateurs économiques et surtout aussi les membres du CNT. Vous avez donc pris part ici à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Quelle est l'importance et quels sont les enjeux de ce sommet avec le forum économique et humanitaire, bien évidemment, pour l'Afrique et pour le Mali? L'enjeu de ce sommet, c'est d'abord de construire, de consolider un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans les différents domaines, notamment dans le domaine économique, l'agriculture, le commerce, dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et dans le domaine politique et surtout aussi sécuritaire. Donc nous, pour le Mali, on avait déjà anticipé depuis les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO contre la population malienne. Donc on avait dépêché plusieurs missions ici en Russie. Et ces différentes missions ont eu à travailler dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture par la fourniture des intrants tels que les engrais, aussi dans le cadre du transport, notamment la relance du chemin de fer. Ensuite, on est en train de travailler dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne avec la Russie. Donc dans le domaine sécuritaire, comme vous le savez déjà, on a eu à bénéficier de la livraison de plusieurs aéronefs et cela va encore continuer. Donc en tout et pour tout, pour l'enjeu pour le Mali, c'est encore de diversifier et d'intensifier cette coopération avec la Russie. Au-delà de ça, la Russie aussi avait, lors du premier sommet, avait déjà convenu avec certains partenaires effectivement de développer le commerce et aussi l'aide humanitaire en fonction de son partenaire avec ses différents alliés. Mais force est de reconnaître qu'il y a eu des difficultés par rapport à ces différents sujets qui ont été discutés, à commencer par la pandémie de la Covid-19 qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas pu être ravitaillés. Il y a eu aussi la vie chère. Donc cela a impacté sur le coût du pétrole, le coût des intrants. Et cela a impacté négativement tous les secteurs. Donc aussi il y a eu l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, aussi qui a impacté tous ces secteurs vitaux. Donc il était du devoir de la Russie de faire un retour d'expérience, de voir avec ses partenaires comment créer de nouvelles routes de ravitaillement, parce que suite à la sanction et différents partenaires contre la Russie, effectivement, cela a amené certains partenaires de bloquer les dons livrés par la Russie. Il s'agira de revoir encore comment créer de nouvelles routes pour le ravitaillement de ces différents alliés. Donc le cadre humanitaire se situe dans ces cadres. Vous avez parlé d'anticipation, vous avez noué un partenariat stratégique avec la Russie. Pourquoi ce partenariat et quels sont les résultats attendus? Comme vous le savez, le monde a beaucoup évolué, le monde change et il faudra très vite identifier vos intérêts et identifier avec quel partenaire vous pouvez accéder à vos intérêts dans le cadre du respect mutuel et dans le cadre du respect de la souveraineté de votre pays. Donc aujourd'hui, la Russie demeure le partenaire fiable, le partenaire sincère et le partenaire engagé effectivement à répondre aux aspirations des populations maliennes. Donc, raison pour laquelle nous avons développé un certain nombre de secteurs tels que le secteur de la sécurité. Et c'est là en train de continuer. Et pour ce sommet encore, nous allons renforcer tout ce qui est équipement, et tout ce qui est coopération militaire. Mais aujourd'hui, comme on le dit, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Comme sans développement aussi, il n'y a pas de sécurité. Donc les deux phénomènes sont liés. Une raison pour laquelle maintenant
pour cette dernière phase de la transition, le Mali a orienté à développer le secteur économique. Raison pour laquelle nous avons surtout travaillé sur le plan de l'agriculture, sur le plan commercial et aussi sur le plan du transport. Comme j'ai tantôt dit, nous allons encore développer. On a fait la relance du chemin de fer. Il y a encore d'autres qui sont prévus. Mais aussi, nous allons développer aussi avec la Russie une compagnie aérienne russo-malienne. Donc, c'est des procédures que nous allons suivre. Peut-être ça va prendre un peu de temps, mais ce sont des résultats qui seront entendus, voire une accélération de nos engagements dans ces différents domaines, le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le domaine sécuritaire, le domaine du commerce, et aussi dans le domaine politique. Voilà à peu près les résultats qui sont attendus. Vous avez donc parlé un peu des différents domaines, mais quelles sont les perspectives donc, en termes d'intensification et de diversification de cette coopération? On a déjà placé les jalons. Il s'agira pour chaque ministère encore de suivre nos engagements, ce dont on a discuté, et à un niveau plus élevé. S'il y a des difficultés, nous allons échanger entre nous au niveau des différents présidents. Mais tous les jalons sont posés maintenant. Il appartient aux différents ministres, aux différents départements de mettre en œuvre ces différents engagements. En marge du sommet et du forum économique et humanitaire, vous avez rencontré votre homologue de Russie, Vladimir Poutine. Quels étaient les sujets à l'ordre du jour? En fait, il y a eu deux rencontres. Il y a eu d'abord la première rencontre qui a été élargie à la délégation malienne, aussi à l'équipe de la Russie. Nous avons échangé sur des questions bilatérales dans les différents domaines, comme j'ai tantôt cité, le domaine sécuritaire, le domaine commercial, l'enseignement supérieur, aussi niveau politique. Donc on a eu à valider les engagements qui ont été discutés à travers les différents ministères et aussi de pouvoir trouver des solutions par rapport aux problèmes qui ont été évoqués par les différents ministres. Donc ces différents engagements ont été validés au niveau des différents présidents. Donc à la suite de cela a duré pratiquement 1 heure de temps. Donc, après cela, il y a eu un tête-à-tête, dont je ne veux pas évoquer les sujets qui sont extrêmement sensibles. Donc voilà en quelque sorte les deux rencontres qu'on a eues avec le président Poutine. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette visite et avec quel sentiment vous repartez à Bamako? Je suis vraiment satisfait de cette visite et j'ai été surtout impressionné par le respect mutuel du président Poutine et de sa grande disponibilité dans toutes les occasions et aussi sa grande capacité d'écoute. Il nous a réellement écouté et pour terminer, il a dit que le Mali était un partenaire clé pour la Russie. Cela veut tout dire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le président du Haut Conseil des collectivités, honorable Mamadou Satiki Diakité, et l'ensemble des conseillers nationaux adressent leurs chaleureuses félicitations à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour sa participation historique au 2e sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Fédération de Russie les 28 et 29 juillet 2023. Au-delà de l'accueil particulièrement chaleureux que les autorités de la Fédération de Russie lui ont réservé ainsi qu'à sa délégation et au-delà d'importants accords dans les domaines stratégiques que les deux partenaires ont signés, cette sortie du président de la transition a permis de lui confirmer une stature internationale. Le Haut Conseil des collectivités se réjouit particulièrement de la convergence de vues entre le Mali et la Fédération de Russie et de leur détermination à réaffirmer d'œuvrer à renforcer leurs relations d'amitié et de coopération qui remontent aux premières heures de l'indépendance de notre pays. Les œuvres sociales du Premier ministre s'élargissent dans la région de Ségou. Les villages de Sekuro, Siribuku et Zumeira viennent de recevoir leur système hydraulique. C'est là pour améliorer le cadre de vie des populations. Fousséini Samake.
Fini les tracasseries des populations des villages de Sekoro, Zoumaïra et Siribougou dans la région de Ségou pour l'accès à l'eau potable. Ces populations viennent de recevoir des systèmes hydrauliques dans le cadre des œuvres sociales de la primature. Donner de l'eau à une personne, c'est donner la vie. Et quand on la donne encore à un village, à des villages, c'est donner la vie au Mali. Et les autorités de la transition ont dit qu'elles sont au service des populations. Dans la vision du colonel Assimi Goïta, donner de l'eau aux populations, les services sociaux de base, c'était des priorités pour la transition. C'est pour cela que nous sommes là. Et ce projet, c'est un projet de 146 forages. Si vous voulez, adduction d'eau sommaire à travers le pays, dans 12 régions, et le district de Bamako, c'est aussi des équipements socio-sanitaires comme des ambulances, des moyens de locomotion pour nos frères et sœurs, personnes vivant avec handicap. Ces gestes en faveur des communes rurales de Sébougou, Massala et Konodimini devraient contribuer à l'amélioration du cadre de vie des bénéficiaires. Nous donner de l'eau potable, ça fait vraiment plaisir. On ne peut que remercier les donateurs. Toutefois, le village de Sikoro est grand. Un deuxième fourrage nous fera vraiment plaisir. Mettre fin aux tracasseries des femmes pour l'accès à l'eau potable nous enlève une épine des pieds. Nous remercions le Premier ministre et le président de la transition. Dans mon village Zambougou, après un premier forage inauguré par Shogel Maïga, on a bénéficié d'un second. Merci au Premier ministre. La cérémonie d'inauguration à Sekoro a été marquée par une imitation de la sortie du roi Biton Koulibaly et ses tondions au rythme de la musique bamanan. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est toujours à Ségou. Il vient de visiter les unités sucrières de Doubabougou et Nsoukala. Le constat qui se dégage est peu reluisant. Le ministre Diallo estime qu'il faut changer les donnes pour que notre pays profite véritablement de ces unités au grand bonheur des populations. Kandesila et Cheikh Tangara. Les unités sucrières de Doubabougou et de Nsoukala constituent le centre d'intérêt de cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces deux unités industrielles, fleurons de la coopération sino-malienne, sont arrêtées en ce moment et observent des travaux de révision en attendant la reprise de la campagne sucrière prévue pour le mois de décembre prochain. Soukala et Nsoukala illustrent parfaitement la vision et les orientations que j'ai pour le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette vision et ces orientations reposent sur la promotion et le développement des industries grandes, moyennes et petites pour transformer la production locale, notamment les produits agricoles, afin d'assurer la couverture de la demande nationale. Une occasion pour le ministre de partager avec la direction des deux unités sucrières et les travailleurs sur cette vision du département. Mais au regard du constat général, force est de souligner que Soukala SA et Nsoukala ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. Et parole du banquier, une affaire n'est bonne que si chacun gagne. Et le Mali ne gagne rien au niveau de ces deux unités industrielles. Parce que les fonds propres de Nsoukala sont négatifs, le fonds de roulement est négatif, la trésorerie est négative, les résultats nets sont négatifs, la capacité d'endettement est nulle, les ratios de gestion ne sont pas respectés. En attendant, les marchés restent tributaires du sucre importé pour amoindrir un peu les flambées des prix. Nous restons à Ségou. Comment régler les litiges par la médiation et l'arbitrage afin de sécuriser et améliorer le climat des affaires au Mali? La question est au centre d'une rencontre de 2 jours initiée par le Centre de conciliation et d'arbitrage au Mali, SECAM. Fousseni Samake. C'est pour éviter que les acteurs économiques se retrouvent fréquemment devant les tribunaux que la Chambre de commerce et d'industrie a mis en place le Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali SECAM. Ce centre, qui se veut un instrument efficace pour le règlement des litiges d'affaires, doit être mieux connu par les opérateurs économiques et hommes d'affaires, d'où ce forum d'information et de sensibilisation sur ces missions à Ségou. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali
a mis en place ce centre afin que les acteurs du monde des affaires, que ce soit l'État qui est parti à un règlement des litiges et les institutions privées comme les établissements financiers, les institutions de microfinance et les opérateurs économiques particuliers doivent savoir qu'il existe une autre manière de régler les litiges sans passer par la justice étatique. Dans le milieu des commerçants, il y a toujours des litiges. Cette rencontre facilite une prévention des litiges sans aller devant les tribunaux. Le SECAM est très avantageux. On fera la dissémination. Ainsi, les meilleures pratiques d'arbitrage dans le contexte des États membres de l'OHADA seront mieux maîtrisées au Mali. Cet atelier d'information et de sensibilisation a été conçu en tenant compte du souci d'appropriation des missions du SECAM et des avantages de la médiation et de l'arbitrage par les acteurs du monde des affaires en général et les participants que vous êtes en particulier. Cette rencontre aidera les participants à se familiariser avec les modes alternatifs de règlement des litiges en dehors des procédures judiciaires traditionnelles. Les femmes d'Afrique célèbrent ce lundi 31 juillet la journée panafricaine de la femme. Cette édition 2023 est placée sous le thème « Rôle des femmes dans l'amélioration de leurs conditions de vie ». Inaba. Les femmes ont toujours été en première ligne pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne leur capacité de réaliser et conduire les changements sur le continent. Le chemin reste encore long car l'égalité homme-femme n'est pas perçue comme un créneau de développement et les facteurs socio-culturels pèsent beaucoup sur elle. La violence basée sur le genre est toujours d'actualité. Le rôle de l'OPF n'est pas seulement historique. Il s'inscrit dans la continuité en vue d'améliorer les conditions de vie de la femme, d'assurer son intégration aux organes de prise de décision à travers une meilleure utilisation de ses compétences et faire ainsi de l'Afrique un continent de prospérité, de liberté, de démocratie, de paix et de justice. Cette année 2023, la journée est célébrée sous le thème « Le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ». Ce thème vise à amener les États membres à accélérer sa mise en œuvre. La ZLECAf vise la création des marchés uniques africains caractérisés par la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des investissements et la promotion de l'intégration économique en vue d'atteindre des objectifs socio-économiques durables et inclusifs, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, l'industrialisation, le développement agricole et la sécurité alimentaire. L'Organisation panafricaine des femmes a été créée le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie. De nos jours, c'est le Mali qui assure la fonction de vice-présidence de l'organisation. Les doyennes sortantes de Rufisque réunies en Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale de Rufisque célèbrent ce 31 juillet la journée panafricaine de la femme. Cette année, les Rufisquoises la célèbrent à la bibliothèque Diop Sirassi Soko 6 à Dar es Salaam sous le thème « La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, rôle des femmes ». Fademba Keita. C'est conformément au thème international de la Journée panafricaine des femmes édition 2023, le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf, que les Rufisquoises célèbrent ce 31 juillet. La Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale de Rufisque, FACMER, suppose que la ZLECAf entraînera sur notre continent une augmentation substantielle des échanges intérieurs aussi bien qu'extérieurs, une amélioration de l'environnement des affaires, la création d'emplois. Il y a l'accord global, il y a d'autres protocoles, mais il y a aussi un protocole spécifique pour les femmes et les jeunes. Comme toute entreprise, les entreprises féminines aussi doivent se mettre à niveau, être compétitives pour faire face à cette zone qui est suffisamment grande maintenant et qui va être extrêmement compétitive. Nous parlons beaucoup plus des sous-régions,
ce qui est plus proche de nous, mais au niveau continental, cette zone de libre-échange est également prévue et également décidée pour informer les membres de notre fondation, mais également les membres d'associations, d'organisations partenaires. Dans la mise en œuvre de la ZLECAf, le rôle des femmes maliennes, voire africaines, doit être, à n'en pas douter, déterminant. Et un rappel des premiers rôles joués par la fondation s'impose. C'est au congrès de Dakar, en 1974, que fut décidée la conférence des femmes africaines, devenue Organisation panafricaine des femmes OPF, et qu'une journée de la femme africaine soit instaurée. La date historique du 31 juillet fut retenue pour cette journée. Les intérêts des Maliens, les intérêts des Africains, je pense que c'est ce pourquoi les mamans de la panafricaine se sont battues pour toujours. Et c'est pour cela que je trouve pertinent ces combats pour rester conforme à cette idéologie des années 1960. L'hymne de la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale de Rufisque FACMER nous invite à nous engager ensemble pour la pleine participation de toutes et de tous pour le développement du Mali. Ensemble, nous allons triompher. Partons à la rencontre de Togola Balakissa Sidibé, promotrice de Farafena, évoluant dans les secteurs de la sécurité alimentaire et l'éducation. Zone d'intervention, la commune de Tabakoro, dans le cercle de Koumantou. Comment Togola Balakissa Sidibé est venue dans l'entrepreneuriat, quelles sont ses réalisations et quels sont les défis relevés en tant que femme. Les éléments de réponse avec Maïmouna Doumbouya. C'est là que réside Balakissa et sa famille, au milieu de sa plantation, à quelques 7 km de la commune de Tabakoro, cercle de Koumantou, à environ 240 km de Bamako, sur la route de Sikassou. C'est la seule famille et ses quelques employés au milieu de la nature. Elle gère l'intégralité de l'activité de l'exploitation agricole avec son conjoint installé ici depuis 2015. Le jour où on venait pour s'installer ici, j'ai pensé à mettre des choses sur pied au Mali, pas au Mali, mais dans le village de mon mari. Native de Koumantou, Balakissa était sage-femme avant de se lancer dans ses activités agricoles après une retraite anticipée. Elle est l'épouse d'un fonctionnaire international actuellement à la retraite. Elle a aujourd'hui 63 ans et mère de 4 enfants. Balakissa se lève à 5 heures du matin et se couche à 22 heures. Son activité phare est surtout le fonio bio. Non seulement c'est bio, il n'y a même pas un seul grain de sable dedans, rien. Donc, quand les gens ont vu ça, tout le monde vient vers nous maintenant pour prendre ce fonio. Pour la réussite de son entreprise Farafina, elle a bénéficié du soutien de son mari. Alors, ces bio-là, Dieu seul sait comment on a pu l'avoir. Mais ce qui nous a aidés, c'est l'engagement des femmes et des hommes de ce village de Tchébé. Tout ce qu'elle produit est 100% biologique. De la boulangerie au maraîchage, elle a à son actif plus de 40 hectares de plantations de bananes plantains, d'oranges, de mangues, de citrons, de la volaille, un pâturage de baies de race locale et d'insémination. À côté de cela, elle fait du maïs, du riz. Elle est également une grande productrice de miel. Balakissa dispose des étangs piscicoles. Le coût d'aménagement du plus grand étang est de 20 millions de francs CFA. Elle emploie plus de 400 femmes de Tabakoro et environ. Ces femmes rurales contribuent non seulement à assurer leur autonomisation, mais aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali. Avant que les gens parlent de ton parent, tu dois être le premier à le faire. Ma brute est incomparable. Elle est seule et unique dans ce secteur. Je ne l'appelle pas Balakissa, mais plutôt Ndemousso. Balakissa nous soutient beaucoup. On travaille avec elle il y a longtemps et elle nous paye journalièrement. C'est une brave dame et de bon cœur. Madame Togola, vraiment, elle est exemplaire et très courageuse avec des objectifs bien définis. Donc, je l'ai beaucoup appréciée
et à travers son courage, son leadership et surtout le développement qu'elle a mené dans les milieux. Avant de se lancer dans toutes ces activités ci-dessus énumérées, la dame Togola a commencé par la boulangerie avec 15 employés. La deuxième réalisation a été une maternelle et une école fondamentale de la première année à la 9e année. Auparavant, on n'avait même pas de pain. Ça, c'est la première des choses. Pour avoir du pain, il fallait attendre des gens de Bougouni-Niena. Donc ça, c'est un acquis. Elle est vraiment intellectuelle, mais elle a laissé tout ça au profit vraiment de la commune. Balakissa est très active aussi dans le social. Pour preuve, elle encadre une association de handicapés de 80 membres, hommes et femmes, du cercle de Koumantou. Nous travaillons avec Balakissa depuis plusieurs années. Elle nous assiste dans tout ce que nous entreprenons. Elle est humble. Elle nous a appris beaucoup de choses. Elle finance toutes nos activités. Sans elle, on serait à la rue à mendier aujourd'hui. Femme battante, femme éloquente, accueillante, généreuse et résignée, elle est très passionnée par la nature. Selon elle, la terre ne ment pas. Ce slogan, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, ce qui justifie sa polyvalence et son travail d'équipe. Voilà un exemple à suivre. Le grand format de ce journal porte sur la situation pluviométrique de notre pays à travers le programme Opération Pluie Provoquée. Ce programme qui est une alternative qui réduit pour réduire l'impact du déficit pluviométrique en raison du changement climatique est opérationnel au Mali depuis 2006 et bénéficie de l'accompagnement de l'État. Nous sommes allés voir comment le programme marche et comment se fait la coordination entre les services de Mali Météo et les pilotes militaires de l'armée de l'air qui effectuent la mission. Une journée à Mali Météo dans le cadre du projet Opération Pluie Provoquée avec Aridju Matina et Moulay Sidibé. À Mali Météo, le programme Opération Pluie Provoquée est à pied d'œuvre depuis le 22 juillet pour combler le déficit des pluies, car le Sahel d'une manière générale est confronté au problème de pluviométrie. C'est ainsi que recours est fait à de nouvelles approches et stratégies par les plusieurs autorités, d'où la mise en place du programme Opération Pluie Provoquée, devenu opérationnel en 2006. En 2005, le président d'alors a décidé d'intégrer ce programme dans le cadre de ces différentes stratégies. L'objectif était et demeure d'ailleurs de contribuer à réduire l'impact des déficits pluviométriques. Quand on a vu en tout cas les premiers résultats qui sont favorables, donc on a essayé de renforcer les capacités d'intervention aérienne. Dans ce contexte, 2 avions qui ont été acquis, il y a eu des radars, il y a eu des centres de réception d'imagerie satellitaire. Tous ces équipements contribuent à ce que le programme donne de bons résultats. Dans un premier temps, si le programme était géré par les Américains, puis par une société privée malienne, de nos jours, il est entièrement exécuté par l'État malien, notamment les services de Mali Météo et l'armée de l'air. Idéalement planifié, le travail se déroule à hauteur des souhaits avec détermination et professionnalisme au centre de prévision météorologique. Une chose, c'est de faire des opérations, mais une autre chose, c'est d'avoir une bonne articulation autour de ces opérations-là. Et on est quand même parvenu à créer un équilibre à ce niveau entre l'armée de l'air et Mali Météo. Les pilotes sont disponibles, l'avion est disponible et la coordination se passe très bien grâce à notre vaillante armée. Ici, au quotidien, la journée débute à 9h par un débriefing d'1 heure en présence des pilotes militaires et des prévisionnistes du Mali Météo. Donc, au cours de ce briefing-là, on essaie d'identifier les conditions favorables à l'ensemencement sur toute l'étendue du territoire. Donc, on est en train de scruter le ciel à permanence depuis 6h du matin à travers les imageries satellitaires pour pouvoir capter les nuages cumuliformes dans la perspective de pouvoir mener des opérations d'ensemencement sur ces nuages-là pour les pousser à précipiter sur le territoire malien. Donc si des conditions favorables sont identifiées sur le territoire, c'est le coordinateur maintenant qui donne l'instruction aux pilotes pour qu'ils aillent ensemencer le nuage. À 6h, il y avait un système convectif qui était entre les frontières Mali-Niger et il y a aussi une longue d'est
qui est présent sur le centre du pays, en conséquence qui peut donner dans l'après-midi des formations des systèmes isolés. Au moment de notre passage, un phénomène avait été détecté à Mopti. Et très rapidement, les dispositions sont prises, car si vous n'agissez pas vite, les nuages vont se dissiper. Et direction à l'aéroport à la Bassa Insenou pour prendre les équipements, en l'occurrence le vecteur aérien Kinker B descend chargé de faire l'opération. C'est un avion civil pouvant transporter 10 personnes conçu pour la circonstance. L'armée de l'air participe aussi à l'effort du développement économique, social et culturel. Et cette opération de pluie provoquée entre dans ce cadre. Le système est en train de se déplacer doucement sur le Burkina. Actuellement, ça se trouve sur le Burkina et on s'apprête à l'intercepter au niveau de Mopti pour que l'ensemble du territoire puisse être arrosé. Ça se passe normalement, On a les équipes d'alerte qui rotent et qui se passent journalièrement. Les équipes d'alerte changent. À chaque jour, il y a une équipe qui est prête pour les missions. Dès qu'il y a une mission, il y a une équipe qui est déjà prête sur place. Une opération qui consiste à tirer soit des cartouches à base de chlorure de calcium, soit des cartouches éjectables à base d'iodure d'argent, en vue d'augmenter la condensation dans le ciel afin qu'il y ait pluie sur une bonne partie du pays. Les autorités, dans le cadre de la souveraineté nationale, pour que la prise en main de ce programme, nous avions prévu une bonne saison. Enfin, une saison en tout cas avec beaucoup de pluie. On a fait des mises à jour et les dernières mises à jour ne contredisent pas les prévisions initiales. Pour la campagne de cette année, le programme a déjà effectué 26 opérations sur certaines localités du pays, du 22 juillet au 25 juillet. Selon les prévisions de Mali Météo, la saison des pluies de cette année sera précoce. Il y aura des pauses et des reprises. Donc le programme restera en veille. Pourquoi les populations de Tombouctou n'aiment pas trop la pluie? Nous sommes nombreux à faire le constat, les visiteurs ou autres dans la ville. Les raisons sont d'ordre historique, architectural et même naturel. Pour répondre à ces préoccupations, l'équipe régionale de l'ORTM s'est intéressée à la question et à Tandina est allée à la rencontre des populations, notamment les historiens, maçons traditionnels et services techniques suivants. En plus de sa réputation fondée sur l'architecture des maisons, la célébrité de ses mosquées et le caractère culturel qu'offre cette ville à ses visiteurs, Tombouctou et la pluie ne font pas bon ménage. Un célèbre savant et saint de la ville fut confiné plusieurs années à cause du miracle qu'il incarnait pour la pluie. Il s'agit d'Ario Horace, l'homme au crâne nu. René Horace, en fait, c'était un saint. C'était le plus grand philosophe de son temps. Donc cet homme mystérieux, il a été remarqué que c'est un homme à la tête nue. Donc chaque fois qu'il sort, il se met à pleuvoir. Donc ce que les gens redoutent arrive. Il y a des quantités que les gens ne souhaitent pas. Alors, les gens se sont concertés pour dire, bon, vraiment, il faut qu'on fasse tout pour qu'il sorte le moins. Alors pour qu'il sorte le moins, il faut lui créer les conditions. Donc il lui crée toutes les conditions pour qu'il ne sorte pas. C'est de là, de cette peur de la pluie. Vous allez constater que dans toute la région de Tombouctou, nous avons moins de 28 000 mètres linéaires de collecteurs et moins de 24 000 mètres linéaires de caniveaux. Et bon, il y a également un petit réseau de mini-égouts dans la ville de Tombouctou qui est insuffisant également, qui n'est que 11 000 mètres linéaires également. Donc tout cela fait que lors de la saison de pluie, les eaux usées n'ont pas de grands issues. Les gens ont peur de la pluie pour la simple raison que les maisons de Tombouctou sont construites avec du banco, mais avec beaucoup de sable, si bien que ce sable-là ne peut pas résister à des pluies abondantes. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième, c'est qu'à Tombouctou aussi, le système d'évacuation des eaux pluvieuses n'est pas du tout ça. Donc les eaux stagnent et quand ça stagne, ça cause des dégâts. Les habitants de Tombouctou, par peur d'enregistrer des grandes quantités, s'adaptent à des rituels de communication. Quand il pleut beaucoup, alors, généralement, les gens sortent pour faire l'appel à la prière. Chaque hivernage, chaque maison a son propre maçon. Bon, ces maçons, normalement, quand il pleut, soit le propriétaire va lui faire appel que certains lieux aient été endommagés par la pluie, ou bien lui-même il va l'appeler à vraiment j'ai des problèmes
tout de suite, il doit aller intervenir, sans un rond. Nous venons auprès des collectivités pour les instruire, pour les conseiller de curer les caniveaux à la veille de l'hivernage pour minimiser un peu les dégâts. De nos jours, les populations tentent de répondre au phénomène par la construction des maisons en béton ou banco-chutés de béton afin de sauver le patrimoine familial. C'est dans ce cadre que même à Tombouctou, il est dit qu'on n'interdit pas aux gens de construire en béton. C'est tout à fait légitime. Mais il faut faire un revêtement en calcaire, tout simplement. D'ailleurs, le revêtement en calcaire, les spécialistes disent qu'en fait, c'est un enjoliveur, mais en plus de ça, c'est un élément salvateur. Parce que le calcaire a des propriétés, parce que le soleil de Tombouctou, il est tellement intense qu'il brûle le ciment. Le ciment, il le transforme en poussière, en cendre. Donc le calcaire a cette capacité de refroidir le béton. Les autorités n'acceptent pas que ces constructions soient en dur. Et même ceux-là qui les font, on leur exige de toujours faire l'architecture de Tombouctou. Alors, mais tout ça, c'est un peu pour prendre des dispositions contre la pluie, parce que nous avons vraiment peur de la pluie. Désormais, pour toutes ces raisons, le visiteur, le fasciné ou le chercheur ne doit plus se poser des questions sur pourquoi Tombouctou n'aime pas trop la pluie. La 7e édition du Mali Média Award Mama 2023 s'est tenue hier soir ici à Bamako. Elle a vu le sacre de 6 jeunes plumes qui n'ont pas hésité d'aborder des sujets sensibles et d'autres qui demandaient des mois d'enquête. Bemba Sibi. 7 jeunes journalistes ont été primés au Mali Media Awards 2023 sur 18 nominés. Makan Fofana est le lauréat de la catégorie télévision, Kanda Kelly en radio. La catégorie presse en ligne a vu le sacre de Mariam Sanogo. Le prix spécial, elle, récompense les reportages de Aminata Koulibaly sur les conditions de détention à Bolé, un sujet qui demande beaucoup de persévérance. De la persévérance, Lendi Moussa Diallo, lauréat de la catégorie journalisme citoyen, et Aminata Agali Yatara en presse écrite en ont fait preuve. J'ai postulé 5 fois et si ce soir j'ai été primé, c'est seulement la joie chez moi. J'ai rédigé un billet de blog sur les albinos, leurs difficultés, voilà, tout ce qu'ils vivent dans le quotidien ici au Mali. Voilà, et c'est ce qui m'a donné aujourd'hui ce prix. Cette année, j'ai postulé avec une enquête qui porte sur une question environnementale, les pesticides obsolètes imboués au pied du Mali. Ça m'a pris 10 mois de travail, 10 mois de recherche, 10 mois d'écriture et de réécriture. Donc, ce n'était pas facile. Et en fin de compte, comme on dit, l'effort finit toujours par payer. Et je ne peux qu'être fière ce soir. Ce soir, nous célébrons ceux qui, par la qualité remarquable de leur travail et leur impact positif sur notre société, incarnent l'excellence journalistique au Mali. Dans un monde où les informations sont souvent manipulées, votre rôle, chers amis journalistes, est vital pour nous aider à distinguer le vrai du faux. Distinguer le vrai du faux par un travail de fond et ainsi tendre vers l'excellence. En tout cas, le président de la Maison de la Presse, dans son allocution, a mis en avant l'excellence des participants. Nous pouvons constater que c'est les meilleurs qui sont dans les différentes rédactions qui participent à ce concours prestigieux. Je crois avoir la voix autorisée aujourd'hui de dire clairement que c'est le meilleur concours qui puisse être organisé entre les journalistes. Je suis d'autant plus heureux de constater dans cette salle que les différents nominés et les lauréats sont pratiquement tous jeunes et cela augure de belles pratiques pour notre pays. Le rôle aujourd'hui de l'État, particulièrement du ministère, c'est d'organiser ce secteur. C'est de faire en sorte effectivement que l'on puisse avoir des tests législatifs réglementaires qui organisent le secteur et cadrent bien ce métier, cette fonction noble. Une fonction noble que les initiateurs du Mali Media Awards reconnaissent en primant les jeunes talents de la presse. C'est là depuis 7 ans. 7 ans au cours desquels 800 candidatures ont été reçues, 147 nominés et 42 lauréats.
Rentrée lyonniste couplée à la cérémonie de passation de charges à une cérémonie solennelle pour le Lions Club district 403 à 1 région 12. Au cours de la rencontre, le bureau sortant a présenté son bilan. Certains membres du Lions Club ont été distingués pour le travail abattu. Boubacar Kanouté. Yaya Koulibaly, connu sous le sobriquet Bayaya, dirige désormais la destinée du Lions Club International, district 403 à 1, région 12, pour un mandat d'1 an. Un choix qui se justifie par son courage, sa détermination et sa finesse d'esprit. Ce mandat sera placé essentiellement sous l'égide de la cohésion, sous l'égide de redonner confiance à tous et à chacun, et aussi sous l'égide de ne laisser personne pour compte. Un bilan jugé satisfaisant dans l'ensemble avec à l'appui des résultats engrangés. Le président sortant a dédié cette consécration à ses membres qui n'ont ménagé aucun effort pour cet accompagnement qui a touché des couches vulnérables. Il y a des points de satisfaction. Dans le domaine de l'effectif, 2 nouveaux clubs ont été créés et la région 12 a été la plus grande contributrice de l'accroissement de l'effectif du district 403A1. Dans le domaine du service, en dehors des activités Site First de l'IOTA, d'une valeur de près de 1 milliard de francs CFA pour plus de 100 000 bénéficiaires, il y a eu le financement d'urgence de $10 000 pour venir en aide aux victimes des inondations et $30 000 pour le forage. 1 minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire. La remise de distinctions et de chartes ont été entre autres temps forts de cette passation de charges. Vacances annuelles pupilles 2023, c'est à Sikasso que ça se passe. L'Office national des pupilles en République du Mali opte pour les activités socio-éducatives et sportives. L'initiative vise à soutenir et à créer un environnement favorable à l'épanouissement des enfants. Moussoukoro Sérémé. Ils se font appeler les pupilles de la République pour leur statut d'orphelins de l'État et de la nation. Au nombre d'une centaine, ils ont été sélectionnés parmi un échantillon de 1356 pupilles au Mali pour leurs résultats scolaires. Parés des couleurs nationales en signe de patriotisme, leur mérite est récompensé par l'ONAPUMA, Office national des pupilles de la République, à travers ses activités annuelles des vacances des pupilles 2023, délocalisées pour la toute première fois à Sikasso. Nous avons choisi Sikasso parce que nous voulions venir voir la cité du Kénédougou, qui est riche de culture, et faire partager cela aux enfants. Et c'est vraiment une saine émulation que nous faisons pour que les autres puissent faire pareillement. La création de l'Office national des pupilles en République du Mali procède de cette volonté inébranlable des plus hautes autorités de contribuer à une égalité des chances pour plus de justice sociale et d'équité pour ceux-là même qui, au service de l'État, perdent la vie à travers l'exercice d'une mission commandée ou d'un service public. La population de Sikasso vous accueille à bras ouverts et vous rassure de tout son accompagnement pour que ces enfants soient de bons citoyens, des grands bâtisseurs pour le pays tout entier. Des activités socio-éducatives, récréatives, civiques et sportives, des visites aux sites touristiques et culturels, des plantations d'arbres pour immortaliser leur passage à Sikasso. Autant d'initiatives qui permettent à ces enfants de se distraire, d'apprendre et d'apprécier leur séjour dans la cité du Kénédougou. Ce que j'ai le plus aimé, ça a été la colline du Mamelon. Parce que à la colline du Mamelon, le roi concevait ses ministres et d'autres personnages importants pour sa société. Et dans ce palais aussi, il se tenait des conseils qu'ils avaient pour le développement social de la ville de Sikasso. On a visité le centre Sénoufou. C'était super. On a vu des femmes. À l'entrée, on a vu 2 femmes. On a dit que dans la société, si les femmes se sont mises d'accord sur une chose pour faire la paix, la maison tiendra. Grâce à l'ONAPUMA, aujourd'hui, je connais beaucoup de choses. Et tout ce qui peut aider l'ONAPUMA, qu'ils le fassent. Durant ces séjours, nous sommes partis à Missidikoro. Et il y avait un grand trou que les marabouts venaient pour prier dedans. Je me suis demandé comment ils faisaient ça, 10 ans, 5 ans, pour aller dans ces petits trous pour prier Dieu. Nous sommes venus aussi voir le tartare de Sikasso,
que j'ai très bien aimé. Je suis très impressionnée. Autre activité ayant marqué ce pèlerinage des pupilles à Sikasso, la journée d'information et de sensibilisation des autorités administratives, politiques et responsables de la région sur les missions de l'ONAPUMA, les conditions d'accès au statut de pupille et leurs droits. À noter que sur les 1356 pupilles au compte de l'ONAPUMA, 31 sont de Sikasso. Bamako City Tour édition 2023, le ministre en charge du tourisme vient de donner le coup d'envoi du rendez-vous fluvial au Kone Club sur les berges du fleuve Niger. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du développement du tourisme domestique initiée par l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Ibrahima Kaoukonate. Cette randonnée fluviale est une initiative de l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Elle entre dans le cadre de la 2e édition du programme de promotion des sites et monuments dénommé Bamako City Tour. Ça fait juste plaisir de changer de l'air, de se mettre, de savourer les Niger. J'invite les vacanciers qui souhaiteraient faire pareil que moi. Ce nouveau produit touristique vise à améliorer le vaste programme de Bamako City Tour. Et vous comprendrez que ce fleuve Djoliba est un don de Dieu. Et vous avez pu comprendre aussi que tout est possible. Il y a tout en termes de potentialité. Et des potentialités qui n'attendent qu'à être exploitées. Et notre partenaire SAIR met à notre disposition ces bateaux et pour le grand public que nous invitons à venir faire cette promenade, ces croisières sur le fleuve Niger. Et en faisant ce tour sur le fleuve, j'assure et j'avoue qu'on ne regrette pas. C'est ainsi lancé ici sur les berges du fleuve Niger, les randonnées fluviales qui entrent dans le cadre de Bamako City Tour édition 2023. Ces activités ont été lancées par M. le ministre en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. C'est désormais possible de se promener sur le fleuve Djoliba grâce à Mali Tourisme. C'est donc tous les week-ends du samedi au dimanche jusqu'au 27 septembre 2023. À présent, la page sport, et c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Foussine Tounkara, bonsoir tout le monde. Bonne nouvelle du côté de Kigali Afro-Basket 2023. Le Mali venait battre tout à l'heure donc le Sénégal par le score de 72-49. C'est la deuxième victoire des Aigles dames du Mali après celle remportée par devant l'Ouganda. Donc deuxième victoire des Aigles du Mali face au Sénégal, 72-49. Les autres résultats du jour: la Guinée a été battue par le Cameroun 50-70. L'Égypte a été battue également par le Nigeria 83-65 et l'Angola l'emporte 74-68 face au pays hôte, le Rwanda. Donc c'est tout simplement la deuxième victoire du Mali dans la compétition. Ainsi, le Mali se qualifie pour les quarts de finale. Basketball toujours, cette fois-ci sur le plan en local avec la 13e journée du championnat national de première division en dames. Le Djoliba AC est venu à bout de l'ISFAS 74-53. La SRL de Bamako a pris le meilleur sur le centre Salamatou Maïga d'Ikaï 151. Calaban Sport Club a été battu 71-84 par l'ASL de Bamako. Déjà en ouverture de la 13e journée chez les hommes, Atar Club de Kidal a pris le dessus sur l'AS Police 68-58. Cette 13e journée du championnat national de Ligue 1 prendra fin donc demain avec les affiches suivantes en hommes: ISFAS de l'UBAC et AS Mandé Stade Malien de Bamako. Du côté des dames, on aura des oppositions: Calaban Sport Club, AS Police et Commune 6 Stade Malien de Bamako.
On enchaîne avec du handball, notamment la 5e journée dans le groupe A, le championnat national qui est en cours dans la salle Mohamed Ali du 7-26 mars de Yirimadio. Eh bien, les rencontres se poursuivent et déjà aujourd'hui, les résultats ont été enregistrés. Le centre Maïga de la base a été battu par l'AS Police 29-61. Le centre Omnisport de l'Afiabougou gagne devant Sony de Gao 45-35. Tata de Sikasso a été battu par le centre de Missabougou 15-44. Andam, centre Maïga de la base, centre Omnisport de Missabougou 12-40 pour le jeune de Missabougou. Également, l'ISFAS l'emporte devant Sigidekaï 40-36. Le programme prévoit demain, le matin, un homme Biton de Sigou jouera contre l'AS Commune 2. AS Police en découdra avec le centre Maïga de la base Andam. À partir de 13h, l'AS Mandin de la commune 4 jouera contre le Sigidekaï en homme. À 15h, le centre Omnisport de l'Afiabougou affrontera le centre Omnisport de Missabougou Andam. Et enfin, à 17h, le double club de Momti sera opposé au Momara Asidekati en homme. Merci Abdul Karim Kaba pour ces détails. Merci bien. À suivre ce soir, question d'actualité qui fait un gros plan sur la problématique de la nutrition au Mali. À travers ce débat, il s'agit d'attirer l'attention des décideurs sur les défis pour assurer une bonne nutrition pour le bien-être de nos communautés. Les invités sont professeur Akori Ageknan, président du réseau malien de nutrition, Dr Djibril Bagayogo, chef de cellule de coordination de nutrition, et Dr Amadou Tila Kébé, coordinateur adjoint santé nutrition à l'ONG Action contre la faim. Question d'actualité, une animation d'Arrêt du Matina en français. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu assiste notre pays.